supplémentaire pour un travailleur handicapé, et là, lui faire bénéficier d'une formation de 70 heures pour pouvoir être davantage compétent, performant dans son poste. Et ces formations sont d'une durée éventuellement qui peuvent être jusqu'à 70 heures et qui sont donc couvertes par un forfait de 2000 euros qui peut être enclenché à n'importe quel moment pendant les 12 premiers mois de l'embauche. Et alors ça, c'est un point important. Il y en a un autre dont, curieusement, d'ailleurs, on parle assez peu, mais peut-être aussi à cause de l'impact de la crise, c'est tout ce qui est relatif à la création d'entreprises. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine? Parce que même si on est dans la crise, des entreprises se créent, des idées sont là, et il faut que ça puisse se faire aussi, ça, la création d'entreprises. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine? Oui, tout à fait, parce que c'est le moment. Quand l'emploi se fait rare... C'est le moment, vous dites que c'est le moment en plus. C'est le moment, parce que quand l'emploi se fait rare, la solution de créer soi-même son activité qui portera son emploi, eh bien, elle s'impose à un certain nombre de demandeurs d'emploi. Et donc, l'AGEFIP, là encore, qui intervient depuis de longues années et qui finance chaque année de nombreuses créations d'entreprises, eh bien, a renforcé le dispositif d'aide à la création d'entreprises en offrant, nous le faisions déjà, un accompagnement et un suivi pour le créateur d'entreprise pendant la période initiale de mise en route de son projet, puis en post-création, en offrant et en portant à 250 heures une formation en gestion pour les créateurs d'entreprises. Et ça renvoie à quelque chose que Denis Clerc disait tout à l'heure dans son intervention. L'AGEFIP a décidé, après l'avoir expérimenté dans 4 régions, eh bien de garantir les emprunts bancaires que les créateurs d'entreprises handicapés auxquels ils souscrivent. Ouais. Et de cette manière-là, effectivement, de pouvoir donner aux banquiers la confiance dans ces créateurs handicapés dans une période qui est effectivement pour les banquiers... C'est le point d'appui indispensable, hein, tout à fait. Évidemment. Et puis autre chose aussi, après là encore l'avoir expérimenté, on met en place une micro-assurance pour les créateurs d'entreprises handicapées. Cette micro-assurance qui permet de couvrir le risque professionnel et la prévoyance santé pendant la période initiale de mise en place de l'entreprise, parce que une petite entreprise qui se crée, c'est fragile, ce sont des travailleurs handicapés, il peut y avoir des périodes d'interruption, notamment pour des raisons de santé, et ça, il faut le couvrir, et nous avons décidé de le faire. Et enfin, on a porté la subvention elle-même d'aide à la création d'entreprise à un montant de 12 000 euros pour accompagner l'ensemble de ce dispositif d'aide à la création d'entreprise. Alors reste quand même posée la question de l'état d'esprit dans lequel nous sommes tous les salariés, mais c'est évidemment toujours beaucoup plus difficile pour les travailleurs handicapés, et notamment... Madame Montfort, pour les travailleurs handicapés qui sont vieillissants, qui sont en train d'aller vers un âge où leur inquiétude grandit en même temps que leur âge d'ailleurs. C'est une situation qui n'est pas simple. Hein. Tout à fait. Je crois qu'un certain nombre d'acteurs tout à l'heure l'ont signalé dans la salle. Ouais. Je crois que c'était très important comme message. C'était et qu'est-ce qu'on peut faire pour les entreprises qui ont des salariés handicapés, qui ont fait cet effort à un moment donné, et comment les encourager à les garder et éviter le fameux effet, c'est-à-dire d'un côté on fait des tas d'efforts pour intégrer, de l'autre côté on ne fait rien pour maintenir. Donc c'est vrai que depuis très longtemps on a développé des dispositifs de maintien dans l'emploi, mais en même temps on a été très préoccupé par l'évolution de la population salariée. Cette population salariée handicapée, elle vieillit à vitesse grand V. On a aujourd'hui donc entre 45 et 50% des salariés qui sont en fait âgés de plus de 50 ans. Donc, ce qui est important. On sait que les problématiques de handicap peuvent aussi s'aggraver avec l'âge, et parallèlement, comme vous l'avez rappelé, on est quand même dans une logique d'allongement de la durée de la vie professionnelle. Ouais. Donc comment faire en sorte que ces salariés aient toutes leurs chances de rester dans l'emploi ? À côté des dispositifs existants, je crois d'ailleurs que ça a été rappelé, ce qui est le plus connu, c'est l'aménagement de situation de travail. Nous avons écouté des professionnels qui nous ont dit, c'était il y a un petit peu plus d'1 an, où nous avons fonctionné avec un groupe de travail de professionnels, donc de divers horizons, dont des professionnels de l'entreprise, et qui nous ont dit, écoutez, dans la palette de vos outils, il manque probablement quelque chose, c'est ce qui va permettre à un salarié vieillissant, qui à un moment donné
donné, connaît une aggravation de son handicap, qui a été plus ou moins compensé par un aménagement de situation de travail éventuellement, etc. Ce qui lui manque peut-être, c'est de desserrer la pression sur le travail et peut-être donc d'aménager le temps. Mais voilà, alors c'est par le temps que vous alors en vous fait, c'est pas un scoop puisque c'est oui. quand même aussi un des axes du plan senior gouvernemental, Absolument, ouais. C'est-à-dire d'inciter les entreprises à travailler sur le levier la du temps, réduction du ouais. temps de travail pour les salariés vieillissants et notamment ceux qui ont eu des carrières pénibles. Donc, en fait, c'est une décision que nous avons prise d'expérimenter ce nouvel outil dans la palette. Donc, c'est d'accompagner l'entreprise qui accepte de réduire le temps de travail de son salarié en situation d'aggravation, etc., tout en lui maintenant le salaire, et de l'accompagner, bien sûr, tout en lui maintenant le salaire, de l'accompagner sur une durée de 2 ans. Donc ça, c'est valable pour les personnes âgées de 55 ans, à raison d'une subvention forfaitaire de 9 000 € par an. Et alors, puisqu'on parle de pression, sur les contrats précaires, on comprend facilement à quel point la pression est encore plus forte que partout ailleurs. Il y a l'inquiétude, et demain, qu'est-ce que je fais, etc. Qu'est-ce que vous prévoyez, comment les choses se passent-elles? Tout à fait, et ce d'autant plus que, comme on l'a signalé, on connaît un développement des contrats précaires. Oui. Donc, on sait qu'un certain nombre d'entreprises ont pu, au travers de contrats d'apprentissage, de contrats de professionnalisation, de missions d'intérim ou de contrats de très courte durée, apprécier les compétences d'une personne handicapée, mais que, vu la conjoncture économique actuelle, elles peuvent se poser légitimement des questions. Et que la bascule entre le contrat de courte durée et le CDI est difficile à faire. Donc, on met en place dans le cadre de ce plan de soutien, une prime à ce qu'on appelle le contrat durable, pour accompagner justement cette pérennisation de l'insertion. Donc c'est une prime de 3 000 €, et comme on est quand même aussi logique, c'est-à-dire on se dit finalement le senior a plus de difficultés que d'autres à s'intégrer. On sait que par exemple pour une personne de 50 ans de bas niveau de qualification, qui est quand même la majorité du public handicapé, la chance de retrouver un emploi à cet âge-là est de 1 sur 10, donc c'est très faible. On peut difficilement parler de chance avec un tel ratio. Voilà, hein. tout à fait. Donc, en fait, cette prime sera augmentée de 50% si le salarié est senior. Alors Anne Tourrière, c'est vrai que quand on parle de contrats précaires, on parle de personnes malheureusement souvent en grande difficulté. On parle d'ailleurs, ce qui a été très bien dit par quelqu'un dans la salle tout à l'heure, de personnes qui sont susceptibles de décrocher du système social. Malgré le fait pourtant qu'ils aient un emploi et qu'ils gagnent de l'argent, ils sont plus dans le mouvement. Qu'est-ce qui est prévu pour cela? Absolument, clairement, on parle beaucoup, et dans le public handicapé en tout cas c'est certain, de personnes bénéficiant des minima sociaux. Ouais. Quand je dis bénéficiant, c'est un euphémisme. On constate que ces personnes, effectivement, sont en grande difficulté, même si elles ont une motivation qui est forte pour travailler, parce que je pense que quand même elles ont cette motivation. Il convient de les aider à se remettre au travail. Et le choix qui a été fait est un peu radical, mais il participe aussi, je pense, de la relance de la consommation. C'est-à-dire qu'on a décidé pour les personnes bénéficiaires des minima sociaux, RMI, RSA bientôt, AH évidemment, API, etc., de doubler la prime à l'insertion pour les personnes. Alors cette prime vient d'augmenter à 900 € et on la passe à 1 800 €, de façon à ce que les personnes handicapées qui retrouvent un emploi après souvent des périodes très difficiles et très longues puissent financer les transports, se rhabiller, s'acheter des lunettes, que sais-je encore. Donc ça, c'est un vrai, je pense que c'est un vrai plus pour, non pas seulement pour la motivation, mais vraiment pour faciliter l'accès à l'emploi et pour les empêcher d'abandonner aussi, peut-être, au bout d'un mois, parce que les difficultés sont telles, financières tout simplement, que oui, on reste chez soi parce que ça coûte cher de payer le bus, etc. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Et je voudrais juste revenir sur quelque chose que je n'ai pas souligné tout à l'heure, c'est que le bénéfice de la PIE, de la prime initiative emploi, nous avons décidé de l'ouvrir au bénéfice du secteur non marchand et évidemment essentiellement des associations. Alors dans le secteur privé, évidemment, et pas